Super. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette quatrième journée d'événement des dialogues pour la biodiversité. On est très choyés de vous avoir avec nous là, ce midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. Que vous soyez à Cali ou à Jojage, je vous invite à consulter la carte que je vais mettre en clavardage pour en apprendre plus sur là où les nations gardiennes des territoires et des eaux où vous vous trouvez. Puis, avant de débuter le débriefage, on souhaite remercier là, nos commanditaires et les organismes partenaires qui permettent là, les dialogues pour la biodiversité d'exister. Les dialogues pour la biodiversité, ce sont 4 jours de rencontres intersectorielles, gratuites et en ligne, qui sont tenus par la société civile pour démocratiser la 16e conférence des Nations unies sur la biodiversité, autrement connue sous le nom de CDP16 ou COP16 en anglais. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage par rapport aux sujets relatifs au CDP, notamment la défense et la protection de la biodiversité. Pour voir l'ensemble des événements tenus dans le cadre des dialogues pour la biodiversité et pour vous inscrire à ceux qui restent, je vais vous inviter là, à visiter notre site web que je vais mettre aussi en clavardage. Puis, pour le fonctionnement de cet événement, comme vous avez pu remarquer, il est enregistré afin que les personnes là, qui ne puissent pas être présentes en ce moment puissent le regarder en rattrapage. Il va être publié là, sur la chaîne YouTube du Projet de la réalité climatique Canada. Puis, on va vous inviter là, vraiment à poser vos questions dans le clavardage. On a Laura et David là, qui sont là avec nous en direct ou qui viennent juste de revenir de Cali. Donc, vraiment, là, on va vous inviter au fur et à mesure ou à la fin aussi à poser vos questions. Ils sont vraiment là pour vous répondre. C'est très informel. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 2 collègues. On a Laura Fekino, qui est analyste politique pour les ateliers pour la biodiversité et aussi auxiliaire de recherche au Pôle intégré de recherche environnement, santé et société, donc le PIRES de l'Université de Sherbrooke, et David Roy, directeur général des ateliers pour la biodiversité. Donc, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je vous laisse la parole là, pour nous parler de votre expérience à la CDP, les négociations, vos impressions de ces 2 semaines. Vraiment, là, la parole est à vous. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui encore une fois. Vous allez voir, je suis en live, fait que ça se peut que la connexion coupe, mais s'il y a un problème, Laura a probablement la même connaissance que moi, vu qu'on a été sur le terrain pas mal les 2 dernières semaines. Moi, je suis encore présent parce que c'est la dernière journée de la COP aujourd'hui. Ce que ça veut dire, grosso modo, la dernière journée, c'est que on doit finaliser, je ne suis évidemment pas impliqué, mais les parties doivent finaliser tous les textes, enlever toutes les questions qui sont débattables. Laura ira plus dans le détail, mais il y a encore plusieurs textes qui a beaucoup de brackets qu'on appelle, là, donc des textes qui sont en suspens. Fait que ce qui va arriver, c'est que jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, on reste au Event Center justement là, pour que tout soit finalisé. L'heure officielle là, de la fin serait normalement vers 6 heures ce soir, mais c'est assez fréquent là, que l'événement soit prolongé. Fait que ça va soit finir à 6 heures, soit à minuit, soit à 3 heures du matin. Ça va vraiment dépendre là, de comment se terminent les négociations, quels compromis sont faits, quels textes sont plus discutés que d'autres. Puis d'ailleurs, je laisserai Laura rebondir sur quels textes exactement sont couverts, puis il y a eu des débats. Sauf ce que je vais vous dire aussi, c'est que si jamais vous avez des questions là, qui vous viennent en cours de route, prenez des notes parce que le but aujourd'hui, c'est vraiment de parler un 20-25 minutes, mais vraiment laisser du temps aux questions pour que vous puissiez nous challenger, nous questionner là, sur ce qui s'est passé. C'est des négociations très complexes, fait qu'on peut pas évidemment tout couvrir, mais on pourra répondre là, du mieux de notre connaissance sur qu'est-ce qu'on a suivi. Laura, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis revenue au Québec cette nuit, donc je suis le temps que je suis arrivée à Montréal, je suis revenue à Sherbrooke. Ensuite, là, je suis arrivée chez nous là, à 4 heures du matin, là, donc j'ai failli passer tout droit aujourd'hui, mais je suis là, heureusement, j'ai mis 8 alarmes, donc me voici. Mais oui, j'avais dans le même sens, David, c'est sûr que j'ai manqué la journée d'hier, là, vu que j'étais en déplacement. Mais même la journée d'avant, les négociations, il y en a certaines qui ont été très ardues, là, et à ce qui paraît, celles sur le financement ont terminé vers 1h40 du matin. Et donc, déjà à 3 jours de la fin de la COP16. Donc, on se doute que ça va continuer là, dans la même cadence dans les prochains jours. Je pense effectivement pas que ça va finir à 6 heures ce soir. Pas mal convaincu que ça va aller à la nuit là, de novembre, là, finalement. Et donc, c'est ça, les négociateurs sont super fatigués. J'avais croisé avant hier, justement, dans une navette, une négociatrice de l'Uruguay qui me racontait qu'eux sont 4 négociateurs pour toute la COP. Ça m'a impressionné parce qu'en tout temps, il y a 2 groupes de travail. C'est-à-dire que si vous êtes 4 négociateurs, en tout temps, tout le monde est pris. Quand les négociations commencent à
9 h le matin, disons, puis se finissent à 1 h 40 du matin. Après ça, il faut se déplacer. Donc, on comprend là, toute la complexité, toute la charge qu'il doit avoir là, pour des négociations comme ça. Puis, ben, vous vous en doutez, c'est sûr que les pays de Sud global en général ont tendance à avoir de plus petites délégations. Donc, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué là, pour certains pays à ce moment-là. Du côté des négociations, ce qui a été, mais en fait, ce qui est le plus compliqué en ce moment, qui a le plus de points de discorde, là, disons, c'est les négociations sur l'article 8J. Donc, cet article-là, si vous ne le connaissez pas, il parle des communautés autochtones, il parle des savoirs traditionnels, des savoirs autochtones, comment les intégrer, tout en les respectant, bien évidemment. Donc, en fait, il existe un groupe de travail qui est ad hoc depuis le début de la Convention, là, depuis vraiment longtemps. Mais habituellement, quand on a un groupe de travail qui est ad hoc, donc qui est temporaire, bien, on finit par le fermer là, à un certain moment, là, justement parce qu'il est temporaire. Puis ça a été une grosse discussion, là, cette COP-ci, puis c'est toujours en discussion parce que il y a plusieurs pays, et bien évidemment les communautés autochtones, qui ne veulent pas que ce groupe se ferme parce qu'ils disent, là, si on le ferme, ben, ça va un peu tomber dans l'oubli, on va peut-être moins se faire écouter, nous, on a notre place à la table et avec raison. Et donc, il y a vraiment une discussion pour que ça devienne, en fait, un organe qui est permanent, tout comme il y a d'autres organes permanents là, dans la CVD. Donc, c'est ça qui est dangereux en ce moment. Il y a eu beaucoup de manifestations, en tout cas de ce que j'ai vu, j'en ai vu au moins 2, qui étaient liées là, à cette création de l'organe permanent. Mais c'est toujours en discussion. On ne sait pas ce qui va en sortir. Donc, à suivre. Sinon, côté financement, c'est un peu la même chose. C'est super tendu, c'est le nerf de la guerre. On le dit souvent, là, mais en même temps, s'il n'y a pas de financement, on ne peut pas espérer mettre en œuvre le cadre mondial. Donc, ça prend vraiment de ressources. C'est bien beau qu'on s'entende sur OK, on va implémenter, on va mettre en œuvre le cadre mondial en faisant ça. Mais s'il n'y a pas les ressources financières, on est comme en train d'admettre qu'on ne va pas le mettre en œuvre. Là. Donc, il faut absolument que les ressources financières là, soient mobilisées. Et puis là, il y a quand même un bon, excusez l'expression en anglais, mais un bon clash, là, disons, côté nord-sud en général, là, pour que les ressources soient mobilisées effectivement. Puis sinon, du côté du DSI, j'oublie tout le temps le nom en français super long, mais c'est l'information issue du séquençage numérique, si je ne me trompe pas. Qui vient là, des ressources génétiques. Donc, ressources génétiques, c'est pour dire, admettons, pensons à l'ADN de la biodiversité. Là. Je simplifie vraiment, là. Je ne suis pas biologiste non plus, mais vous comprenez là, les composantes des espèces de la biodiversité. Donc, ça aussi, c'est vraiment un gros enjeu de négociation en ce moment. Il y a une négociation pour faire, en fait, pour trouver les modalités d'un fonds et d'un mécanisme aussi de partage des avantages. Donc, quand on parle des partages des avantages, oui, on parle d'avantages monétaires, mais on parle aussi d'avantages non monétaires. Parce que si on pense, par exemple, aux bienfaits sur la santé de certaines plantes médicinales, il y a aussi ça. Comment est-ce qu'on partage ça? Parce que souvent, ces ressources-là sont prises dans un pays, généralement dans le sud global, parce qu'il y a plus de biodiversité de manière générale, ou même dans des territoires de communautés autochtones. Donc, après ça, comment est-ce qu'on partage les avantages? Parce que ce sont souvent des acteurs du Nord qui vont aller chercher les DSI de ces ressources-là. Donc, à ce moment, il n'y a pas d'entente sur les modalités encore, mais vous comprenez que ce sont je dirais, l'article 8J, le financement, et le partage des avantages, c'est vraiment les 3 enjeux là, en ce moment qui causent le plus là, de discordance, puis c'est les sujets chauds là, en ce moment. Je vais me permettre de rebondir justement sur la question là, de la GDSI, mais aussi du financement en général. Tu sais, une des grandes conversations, évidemment, qu'il y a à la COP biodiversité, mais qui est aussi aux autres COP, du moins climat, je connais moins des indications, mais c'est le rôle du privé, en fait. Là, donc, comment le privé est obligé, contribue, ainsi de suite. Fait que, par exemple, le WDSI, justement, une des questions, c'est est-ce que les entreprises privées doivent participer au financement, peuvent contribuer au financement? Fait que, la nuance entre un devoir puis un pouvoir, c'est très, très large. Fait que c'est vraiment beaucoup ça qu'on va voir dans le secteur privé. Puis, étonnamment, il y a vraiment un côté du secteur privé qui veut plus de réglementation. Là. Des groupes, par exemple, comme Business for Nature, eux, ils disent, OK, ben, il faut plus de réglementation, il faut contribuer plus parce que c'est un peu
notre licence d'exister d'une certaine façon, puis c'est aussi notre résilience économique. Mais évidemment, il y a aussi des gens du secteur privé qui, eux, disent, ben non, nous, on veut pas de ça, ça va nous nuire. Fait que c'est vraiment un, tu sais, c'est pas juste le privé contre le public, là. C'est le privé contre le privé contre le public, d'une certaine façon, parce qu'il y a vraiment différents types d'entreprises présents et différentes façons de voir les choses. Mais vraiment, tu sais, ce rôle-là de qu'est-ce que le privé peut faire, doit faire. Puis aussi beaucoup comment est-ce que les gouvernements mettent en place de la réglementation pour justement, tu sais, mieux encadrer les activités du privé, parce que même certains acteurs privés disent, ben nous, sans réglementation, c'est vraiment difficile d'être compétitif, parce que si nous, on commence à faire des trucs, mais pas nos compétiteurs, ben comment est-ce qu'on fait justement pour, tu sais, être égal dans le marché, en fait. Fait que beaucoup cet aspect-là, puis aussi une chose qui a peut-être été mentionnée là, dans les autres webinaires si vous avez participé, mais tout le côté subvention, vraiment important aussi, tu sais, parce qu'il y a des industries aujourd'hui qui sont quand même beaucoup subventionnées, puis des fois subventionnées qui fait du dommage à la biodiversité. Fait qu'il y a aussi beaucoup cette question-là de dire ben, comment on retire des subventions, parce que certaines subventions rendent rentables certaines activités qui ne devraient pas l'être d'une certaine façon. Fait que, tu sais, il y a la réglementation, il y a quel acteur contribue, mais il y a aussi beaucoup justement le côté subvention là, et aide financière. On parle beaucoup de ces financiers, dollars évidemment. Chose qui a été intéressante hier, il y a un petit groupe de travail là, sur le rapport de l'IPBES qui s'appelle le Value Assessment. Si vous ne savez pas, l'IPBES, qui est comme le GIEC pour la biodiversité, ben, c'est eux qui font un peu des rapports pour feeder là, les négociateurs, pour feeder les decision makers. Puis il y a un rapport qui a été publié peut-être il y a 2 ans, quelque chose comme ça, qui est de reconnaître là, que la nature n'a pas juste qu'une valeur, qui n'est pas seulement la valeur instrumentale, mais qui est aussi de la valeur intrinsèque et tout. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un groupe de travail justement qui disait, OK, ben, il faut reconnaître que dans nos prises de décision, ben oui, il faut prendre la valeur monétaire, la valeur instrumentale, mais il faut aussi considérer les autres types de valeurs. Fait que c'est évidemment un texte un peu on the side, qui n'a pas des implications nécessairement directes sur les autres textes, mais c'est intéressant de voir justement ce côté-là, de dire oui, mais oui, il faut parler de valeurs financières, mais il faut aussi s'assurer qu'on considère toutes les autres valeurs. Ça rejoint beaucoup justement le côté là, que Laurent mentionnait sur les communautés locales, les peuples autochtones. C'est aussi la façon de voir la nature vient beaucoup justement là, de la façon qu'on la valorise. Finalement, peut-être petit dernier truc de mon côté, parce oui, on parle nature, mais évidemment, il y a aussi beaucoup de liens qui se fait avec le climat, vous en doutez. Là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant quand même à la COP biodiversité, qu'on entend parfois un peu moins à la COP climat, mais cette convergence-là, justement, là, des différentes conventions là, sous Rio, en fait, puis même d'autres conventions là, comme les négociations plastiques qui ne sont pas sous Rio et qui n'ont pas encore de COP, mais il y a beaucoup ce discours-là de dire, OK, mais comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on fait ici reflète les autres conventions? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a le plus de synergie possible là, entre les différents textes? Comment à long terme on structure ça? Puis évidemment, c'est des grandes questions là, parce que ça touche la diplomatie mondiale, et ainsi de suite, mais vraiment, cette question-là, on l'entend beaucoup à la COP biodiversité comparé à la COP climat. Par contre, c'est sûr qu'après ça, quand on tombe dans les textes là, concrètement, ben, il y a toujours le débat de ben, c'est pas notre responsabilité, c'est déjà discuté à l'autre COP. Tu sais, par exemple, prenez, là, il y a un texte spécifique sur les liens climat-biodiversité. Oui, on veut faire les liens, mais en même temps, tu sais, quand certaines parties disent ah, il faudrait parler des pertes et dommages, ah, il faudrait parler là, de telle chose, responsabilité historique au niveau climat. Bien évidemment, là, les partis débattent parfois de dire OK, mais non, mais c'est vraiment du côté de la COP climat qu'on doit parler de ces enjeux-là. Il ne faut pas les amener là parce que là, ça crée des précédents. Ça rend aussi les textes un peu plus confus là, parce que tu dois t'assurer que tout est pas super aligné. Parce qu'il y a d'autres textes similaires, par exemple, biodiversité et santé. Même chose, oui, on va faire des liens, mais après ça, c'est pas la CBD qui gère l'aspect santé mondiale, c'est l'OMS. Fait que oui, tu peux prendre des décisions, mais il faut quand même que tu considères tous les autres accords et obligations. Fait que, il y a vraiment cette volonté-là de bien lier tout ce qui se passe mondialement, mais en étant réaliste, en considérant que, c'est très complexe, là, justement, la loi internationale et la pas loi internationale. Évidemment, les conventions, ce n'est pas des lois, mais tout cet aspect-là, c'est assez complexe. Fait que c'est intéressant hein, de voir les conversions arriver, mais en même temps, il reste beaucoup à faire là, pour qu'on ait une COP comme certaines personnes disent qu'on devrait avoir. Là, évidemment, c'est pas si simple que ça, mais on voit quand même une convergence là, des sujets pour s'assurer que tout est lié un à l'autre.
Oui, absolument. Ben, je peux poursuivre un peu, puis Mhm. je suis d'accord, là, c'est difficile là, parce que c'est vraiment une gouvernance qui est éclatée, là, disons, en ce moment. On a quand même 3 conventions, les 3 conventions ne se parlent pas toujours. Et donc, des fois, c'est un peu difficile. On dirait qu'on tombe d'une certaine façon dans un partage de champs de compétences, mais comme à l'international, entre différentes conventions. Donc, ça peut rapidement devenir assez complexe. Puis, je parle aussi souvent, c'est pas les mêmes négociateurs qui vont au COP climat versus les COP biodiversité, versus sûrement les COP désertification. Personnellement, je ne connais pas assez, malheureusement, les COP de désertification, mais j'imagine que c'est probablement aussi d'autres négociateurs. Et justement, comme je mentionnais là, plus tôt, je parlais avec la négociatrice de l'Uruguay il y a quelques jours, puis je lui demandais, ah, ben en plus, déjà qu'ils sont juste 4, je me disais, mon Dieu, en plus, après ça, vous avez une COP climat, c'est difficile, là. C'est très exigeant. Puis elle me disait, non, non, c'est pas la même délégation, puis COP climat sont beaucoup plus nombreux. Puis elle trouvait ça dommage, pas qu'il y ait beaucoup de monde dans la COP climat, mais elle disait, c'est dommage qu'on ne soit pas dans la même équipe, c'est dommage qu'il n'y ait pas autant d'énergie qui soit mise en biodiversité, parce qu'elle disait, ultimement, si on ne fait pas nos gains en biodiversité, puis on les fait en climat, ben, on avance, mais pas autant qu'est-ce qu'on devrait avancer. Là. Donc, à trouver ça quand même dommage là, que ce soit aussi séparé, parce que si on n'a pas fait le gain en biodiversité, ben, ça demeure quand même difficile, même si on en fait certains en climat, vu que les deux sont super interliés. Et sinon, ben, un peu dans la même veine, mais il y a eu plusieurs annonces dans la dernière semaine. J'y vais un peu à rafale avec différentes là, qu'il y en a eu. Là. Il y en aurait vraiment tout plein à dire, mais à un moment donné, on ne peut pas toutes les suivre non plus. Mais parmi celles qui m'ont marqué, il y a eu le lancement d'une coalition mondiale pour la paix avec la nature. Donc, on se rappelle que la paix avec la nature, c'est la vision à l'horizon 2050 du Code mondial, le Code Montréal, qui a été adopté à la COP 15. Donc, ce lancement-là de la coalition, en fait, il s'est lancé avec une déclaration qui appelle les partis à entreprendre des actions qui sont nécessaires. C'est vraiment des actions un peu transversales. Donc, par exemple, il y avait le fait de mobiliser l'ensemble des gouvernements, aussi les échelles de gouvernements. Donc, que ce soit pas seulement les États qui négocient, mais aussi les gouvernements infranationaux, donc les provinces, les villes, mobiliser aussi tous les acteurs de la société, un peu comme tantôt David disait. Par exemple, passons au secteur privé. Ben, il y a un rôle à jouer, là, il y a une responsabilité. Là, je veux dire, c'est sûr qu'ils ont des impacts là, sur la biodiversité. Donc, on ne peut pas tout simplement les exclure en disant, ah, ben, c'est pas un pays, ils n'ont pas rapport. Ils ont clairement un rôle à jouer pour ben, adresser en fait leur dépendance et impact sur la biodiversité. Sinon, il y avait aussi dans ce texte-là un appel justement à interconnecter les 3 COP, les 3 conventions en fait de Rio. Donc, comme on a dit, là, climat, biodiversité, désertification. C'est aussi un point qui a été soulevé. C'était par la présidence de la COP 29, donc d'Azerbaïdjan, qui a été soulevé durant un high level, là, des discours. Là, j'ai juste vu le nom en français, je m'excuse, mais des discours qui avaient eu lieu. Ça a été soulevé aussi par la présidence que elle voulait qu'à la COP 29, on parle des 3 conventions. Donc, après ça, comment est-ce que ça va s'orchestrer? Est-ce que ça va se passer? À voir. Ça commence dans 10 jours, donc on verra bien. Mais il y avait une volonté là, pour que ça arrive. Donc, bien hâte de voir ça. Sinon, autre chose qui avait été soulevée là, dans cette déclaration-là, c'est par exemple le concept de One Health, de santé planétaire, c'est-à-dire que tous les écosystèmes sont interliés, puis un peu comme David parlait tantôt du rapport de l'IPBES là, qui valorise les différentes valeurs de la nature. Et ça va un peu dans un sens de justement l'humain fait partie de la nature. Parce que des fois, on a un peu tendance à le voir comme quelque chose de séparé, là. Puis on le voit même dans le texte, en fait, le vocabulaire de la Convention. On parle de ressources génétiques, par exemple. Ça reste quand même un vocabulaire assez utilitariste, là, disons, là, de parler de ressources plutôt que de nature, de composantes de la nature, par exemple. Et donc, il y avait ce concept-là là, qui était beaucoup mis de l'avant dans cette déclaration. Donc, vraiment de dire qu'on dépend de la nature, on en fait partie, là, finalement. Donc, dans les annonces, sinon, il y avait le G9 qui a été lancé. Le G9, c'est en fait 9 chefs de plusieurs communautés autochtones dans les 9 pays qui touchent l'Amazonie. Donc, ils se sont mis ensemble durant la COP16, ils ont lancé le G9
il va y avoir des rencontres qui vont se poursuivre, puis leur but, c'est d'arriver avec un message clair et des déclarations à la COP 30 pour lier justement biodiversité, climat et agir pour la protection de l'Amazonie, qui est à un moment, on le sait, là, très critique là, en ce moment. Et la COP 30, justement, aura lieu au Brésil, donc là où il y a la plus grande partie là, de l'Amazonie. Sinon, pour une autre annonce, ben, en fait, ça a été hier. L'Arménie est officiellement le pays hôte de la COP 17. Donc, on se rappelle qu'au début, c'était l'Azerbaïdjan qui voulait être hôte de la COP 17. Donc, l'Azerbaïdjan aurait eu normalement, s'il était voté, il aurait eu la COP 29 de climat suivi l'année d'après de la COP 17 de biodiversité. Finalement, il y a eu un vote Azerbaïdjan contre Arménie. Et puis, ça a été l'Arménie qui a été élue hier pour être le pays hôte de la COP 17. Donc, on se rappelle aussi, c'était quand même un peu spécial parce qu'on se rappelle que dans la vraie vie, je veux dire, géopolitiquement, l'Azerbaïdjan et l'Arménie sont en guerre en ce moment. Donc, on dirait que même les tensions se transfèrent dans les COP. Quand j'ai vu c'était qui l'autre pays qui voulait, je me suis dit, ah ouais, hein, c'est quand même particulier. Mais c'est ça, au moins la COP n'aura pas lieu 2 fois dans le même pays. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit pas 2 fois dans le même pays. Donc, à suivre, je connais pas assez le leadership non plus de l'Arménie et tout, mais je pense que ça va peut-être laisser plus de place à d'autres personnes pour parler à un autre leadership aussi pour la COP 17. Je vais peut-être rebondir, tu mentionnes la guerre, c'est aussi quelque chose qu'on entend dans les side events, parce que évidemment, on est là pour parler biodiversité, mais on sait que les événements comme les guerres qui sont nombreuses présentement, ben, ont un impact important sur la biodiversité, mais aussi sur les équités sociales. Là, fait que c'est quand même des sujets qui reviennent souvent. Évidemment, on n'est pas ici pour discuter là, des paix mondiales, mais on le voit quand même à travers les side events, à travers même certains commentaires de certaines parties, l'importance de reconnaître ces guerres-là parce que c'est de la destruction de biodiversité parfois, c'est des enjeux plus graves. Fait que on l'entend évidemment, comme vous dites, c'est une COP sur la biodiversité, fait que c'est pas le sujet principal, mais il y a quand même des liens qui sont faits. Un autre lien qui est fait aussi, c'est tout l'aspect un peu caché là, des défis qui est plus illégal, qui est plus, par exemple, les crimes contre les activistes, tous les aspects justement un peu moins réglementaires, un peu moins papier des conventions, ben, il y a aussi une reconnaissance de dire ben, il faut aussi considérer comment ces enjeux-là sont traités. On le sait, par exemple, sans généraliser, en Amazonie, par exemple, des fois, il va y avoir de la forêt qui est détruite de façon illégale. C'est pas réglementaire de le faire, mais c'est quand même fait. Fait que oui, c'est bon de faire de la réglementation, mais il faut considérer ces enjeux-là qui sortent des fois là, de la réglementation nationale, qui sortent un peu des trucs normaux d'une certaine façon, je cherche mon mot, puis vraiment considérer des circonstances normales, pardon, puis vraiment considérer, OK, ben, comment est-ce que ces enjeux-là vont transparaître là, quand concrètement on va vouloir mettre nos actions en place. C'est évidemment important de ne pas être naïf, là, puis de considérer ces enjeux-là plus larges là, quand on fait ces négociations-là. Puis, tu sais, peut-être mini parenthèse pour finir, puis après ça, on pourrait vraiment prendre des questions. C'est sûr qu'aujourd'hui, on sait rien, dans le sens que c'est la dernière journée, les textes sont pas finaux. Et c'est sûr qu'on vous invite, tu sais, je sais justement qu'avec les dialogues, on prépare un webinaire, là, je pense, mercredi prochain, avec les acteurs privés aussi, avec la société civile plus large, c'est pour discuter avec des gens de l'OCACI aussi, tu sais, qui ont, Aquaci, en tout cas, qui sort, j'ai de la misère avec le mot, pardon, tu sais, justement, qui eux représentent aussi les pays du Sud et leurs partenaires. Fait que ça va être intéressant, tu sais, puis on parlera plus en détail de qu'est-ce qui a été signé et qu'est-ce qui a été fait. Aujourd'hui, on essaie de couvrir le mieux qu'on sait. On va le savoir ce soir ou demain très tôt le matin ou très tard ce soir. Mais c'est ça, on vous invite évidemment à suivre la suite pour vraiment voir ce qui va vraiment au final être signé, là. Parce que c'est ça qui va avoir vraiment de l'incidence. Comme vous savez, tout ce qui est négocié, qui est pas signé, tout ce qui n'est pas signé, pardon, ben, n'a pas de valeur d'une certaine façon là, au niveau de la convention. Tout ce qui est mis de côté souvent revient dans les side events ou dans les conversations à la COP 17, par exemple. Mais c'est ça, c'est à suivre. C'est vraiment les textes de ce soir qui vont nous dire c'est quoi les vraies attentes, les vrais trucs qui vont se transformer en réglementation au niveau des différents pays. Fait que, je pense qu'on peut, Agathe, on peut ouvrir la période de questions. Si vous en avez pas, c'est pas super grave. Là, Laurent va aller se coucher, puis moi, je vais aller écouter les négos, mais ça nous fera plaisir là, de garder les 30 prochaines minutes, justement, là, pour discuter de vos questions, vos commentaires. Évidemment,
on peut pas faire à quoi qu'on connaît tout, là, c'est vraiment complexe, mais s'il y a certains enjeux qu'on peut vous aider à décortiquer, ça me fera plaisir. Oui, Alexandre, vas-y, ouvre le bal des questions. C'est bon. Ben, merci pour le topo, là. Moi, c'est la première rencontre des dialogues de biodiversité que j'assiste. Fait que je l'ai choisi pour avoir un topo près de la fin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de changements en cours de route. Ma question, c'est en fait, est-ce que par votre présence, vous avez vu des opportunités pour le Québec, c'est-à-dire des initiatives ou des choses que vous ramenez au Québec, que vous vous dites, OK, ça pourrait être des choses qu'on pourrait mettre en action ou des partenariats qui seraient utiles à développer. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous en tirez pour le Québec, soit au présent ou pour le futur? Je peux peut-être rebondir rapidement, puis Laura, tu pourras aussi compléter. Puis il y avait quand même une bonne délégation de gens du Québec, là, une quarantaine de personnes à peu près de différents secteurs, là, autant financiers que agriculture, que NGO, évidemment. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de collaboration qui se fait. Tu sais, ce que j'ai vu, évidemment, il y a encore beaucoup à faire là, dans dans tous les pays, dans toutes les provinces, mais tu sais, il y a quand même une volonté, je pense, des acteurs de travailler ensemble et de collaborer pour aller plus loin. Fait que ça, c'est un aspect positif. Après ça, il faut que ça se fasse concrètement sur le terrain. Mais ça, je pense que, tu sais, on l'a vu, là, la délègue Québec était très active et voulait aller plus loin. Puis, tu sais, on va quand même reconnaître aussi que le Québec, c'est le premier État sud-national, infranational, tu sais, qui a fait son plan nature, parce que le plan nature, officiellement, c'est pas nécessaire. Là. Le Québec n'est pas lié à la Convention comme un pays. Puis aussi, tu sais, le Québec a contribué pour la première fois au GBEF, à une hauteur de 2 millions. Puis tu sais, on sait que 2 millions sur 200 milliards, c'est peut-être pas là, ce qui va changer la biodiversité mondiale, mais tu sais, c'est quand même symbolique d'une certaine façon. Après, on pourra voir s'il y a d'autres trucs qui vont être faits. Par contre, un truc que je mentionne, parce que tu parles beaucoup de la coopération internationale, tu sais, justement, ce rôle-là, moi, que je vois beaucoup, puis tu sais, qu'on essaie de travailler avec le secteur privé, c'est tout ce qui est chaîne de valeur, tu sais, de pas oublier que nos impacts ne sont pas seulement au Québec. Tu sais, oui, protéger le 30 au Québec, mais il faut aussi aller voir comment ça l'infecte ailleurs. Fait que ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup à faire dans les prochaines années. Il y a une certaine volonté d'acteurs, tu sais, d'ailleurs, de mieux comprendre ça. Mais évidemment, c'est difficile, là, parce que souvent, tu sais, on est très bon pour documenter nos impacts ici, mais un peu moins à l'étranger. Fait que ça, je pense qu'il va y avoir beaucoup à faire. Le deuxième truc qu'on a beaucoup parlé, il y a deux, tu sais, il y a capacity building, là, donc de s'assurer que les gens comprennent bien la biodiversité. Puis, tu sais, c'est à deux niveaux. Évidemment, au Québec, il faut continuer à mobiliser davantage. C'est pas tous les acteurs qui sont équipés pour comprendre les enjeux, puis même si les comprendre, d'agir et de comprendre les liens, parce que c'est aussi ça, là, pour une entreprise, des fois, c'est moins facile là, de comprendre ses impacts chaîne de valeur. Puis l'autre affaire, ben, tu sais, plus niveau collaboration internationale, au niveau de la recherche, par exemple, puis on a vu quelques exemples là, pendant la COP, mais beaucoup d'aider les autres pays justement à pas juste avoir du financement, mais aussi d'être capable de mesurer. Tu sais, je pense à Géobon, par contre, là, qui est, par exemple, qui est une initiative là, québécoise, mais aussi mondiale. Là. Mais tu sais, eux, justement, ils offrent des services pour dire, OK, ben nous, on va mesurer de façon très, très high level ta biodiversité pour que tu puisses prendre des décisions. Évidemment, ça remplace pas le besoin, le long terme, de vraiment comprendre précisément la biodiversité. Mais au moins, tu sais, toutes ces initiatives-là qui vont permettre aux autres pays de mesurer leur impact parce que, tu sais, le cadre mondial, on a plein de KPI, en fait, qui sont présentement négociés. On pourra les publier quand ça sera confirmé. Mais, tu sais, tous ces KPI-là, c'est pas tous les pays qui ont nécessairement là, la capacité de les mesurer présentement. Puis même au Québec, on a l'enjeu, tu sais, du côté nordique, on a peut-être un petit peu moins de data, tu sais, sur nos écosystèmes. Fait que tout ce côté-là, capacity building, science, bien comprendre les écosystèmes, je pense que ça va être assez là, important aussi. Fait que Laura, je te laisserai rebondir si tu veux. Oui, ben en fait, moi, ce que je retiens aussi de la présence du Québec, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de monde. Je suis contente là, qu'il y en a eu autant parce que la COP 15, c'est sûr que c'était au Québec, donc c'était naturel là, qu'il y ait autant d'acteurs québécois. Donc là, j'avais comme une petite peur de me dire, OK, est-ce que là, les acteurs vont se désengager parce que ça se fait à l'étranger, parce qu'on n'est pas au Québec, est-ce que ça va moins rayonner ou moins percoler et tout ça? Mais moi, en tout cas, je crois qu'il y avait vraiment plus de monde que ce que je pensais. Il y a un momentum en ce moment aussi qu'il faut garder là, absolument parce que oui, c'est sûr que les COP, c'est un moment charnière, c'est le moment où ce les partis, donc les pays vont prendre des décisions, c'est le moment où est-ce qu'on peut aller sur le terrain pour influencer les gouvernements aussi.
Mais après ça, la job, elle continue là, de retour chez nous, là, on va se le dire. Là. Et c'est même presque plus important là, qu'une COP, là, en fait, faire de la pression chez nous, parce que si on n'en fait pas avant, en amont des COP, si on perd le momentum, surtout que les COP biodiversité sont 2 ans, ça va être difficile là, pour la COP 17 là, ensuite. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail là, qui est à faire pour garder ce momentum-là qui est super beau là, au Québec. Là, je suis contente qu'il l'ait. Il y avait aussi, par exemple, la Californie qui avait ce momentum-là aussi. J'ai trouvé, je les ai vus très présents aussi. Et puis, c'est d'autant plus impressionnant pour la Californie parce que les États-Unis ne sont même pas partis dans la Convention là, sur la diversité biologique. Donc, ils sont vraiment là, même si leur pays n'en fait pas partie. Donc, j'admire ça. Euh, puis sinon, ben, comme David disait, le fait que le Québec a son plan nature, donc son NBSAP, mais son plan, mais version province, là, c'est aussi le premier gouvernement infranational à avoir mis de l'argent, des fonds dans le fond pour le cadre mondial, en fait. Donc ça, c'est super. Mais effectivement, maintenant que c'est fait, ben, là, ce qui est à suivre, c'est de garder le momentum puis de demander qu'on en fasse plus. Un peu comme David a dit, c'est super, le 2 millions, mais ça reste qu'effectivement, c'est pas énormément, mais c'est un premier pas. Euh, donc, après ça, ce qui reste à faire, ben, c'est de faire de la pression puis voir effectivement c'est quoi la juste part du Québec, par exemple. On en parle beaucoup en climat de la juste part, mais la juste part existe aussi en biodiversité. C'est des calculs qui sont super complexes parce que biodiversité, c'est un peu. Pardon, climat, c'est un peu plus facile, disons, calculer des GES, là. C'est plus mathématique. Biodiversité, c'est super complexe. Il y a la chaîne de valeur, comme David a dit, on va détruire des écosystèmes ailleurs, puis ça, on ne le comptabilise pas là, dans notre 2 millions qu'il faut qu'on donne ou qu'il ne faut pas qu'on donne. Donc, c'est tous des gros défis, là, vraiment. Je pense que ça va prendre beaucoup d'acteurs qui se mobilisent. Euh, Évidemment, des acteurs gouvernementaux, mais aussi de la recherche, entre autres, des sociétés civiles. Donc, ça va être super important. Et puis, sinon, pour ce que David disait, là, justement, je ne trouve pas le mot en français, le renforcement des capacités qui se fait beaucoup et qui est super important, effectivement. Et je pense qu'il faut faire attention. Puis là, je parle pour les pays en général et les gouvernements infranationaux en général. Là. Mais je me souviens, j'étais à une conférence où que c'était une organisation, pas du Québec, là, c'était d'ailleurs du Nord, qui disait ah, ben nous, on fait des projets là, justement dans le Sud global pour les aider. Donc, sur le fond, c'était correct. Il y avait un renforcement de capacité qui se faisait, mais je me disais, mon Dieu, il faut vraiment faire attention parce que il y avait quelqu'un dans le public qui a intervenu pour dire ah, ben, durant la présentation, vous avez présenté que vous travaillez avec tel écosystème, telle espèce, c'est un poisson, je ne sais plus le nom du poisson exactement, dans telle région de tel pays. Puis le spécialiste qui a intervenu a dit mais ce poisson-là, il n'est pas natif de cet écosystème-là. Lui, il faudrait que vous le preniez ailleurs. Donc, pourquoi vous êtes allé mettre ce poisson-là dans un autre écosystème? Vous l'avez introduit, c'est un poisson qui va manger tous les autres poissons. Puis, les organisateurs étaient un peu en mode ah ben c'est parce que nous on voulait faire le projet là. Ben oui, mais il faut pas juste dire nous on veut faire le projet là. C'est un peu une approche qui peut assez rapidement dégénérer et aussi aller dans une dynamique dans laquelle le Nord décide puis les populations n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Et je dis pas que le Québec le fait, là c'est un autre exemple, mais juste je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête pour être sûr qu'on ne produit pas là, ce genre de dynamique-là parce que ça peut assez rapidement dégénérer là, si on n'écoute pas les communautés qui sont locales, qui connaissent bien le terrain et qui savent où est-ce qu'on trouve un poisson ou pas et s'il faut de le déplacer ou ne pas le déplacer dans un autre bassin. Merci. Oui, vas-y, Léa. Bonjour tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour la présentation, David et Laura. C'était très intéressant et j'ai hâte d'assister à mercredi prochain pour avoir le bilan suite à la publication du texte. Est-ce que moi j'avais une question parce que je pense Laura t'a parlé tantôt de la possibilité que enfin il y avait une discussion sur le sujet de pourquoi pas interconnecter les 3 conventions. Puis c'est vrai que ça m'a l'air ce serait vraiment
hyper intéressant, enfin hyper intelligent de faire ce genre de choses pour justement briser les silos, et puis je pense pour mettre toute notre énergie aussi sur, tu sais, pendant 2 semaines sur plein de thématiques différentes, parce que là, le problème, c'est que, on le sait que les COP biodiversité, ça mobilise pas autant, ça fait aussi beaucoup, enfin, l'empreinte carbone aussi est quand même importante, etc. Ça, est-ce que c'est juste en discussion ou est-ce que c'est quoi le niveau de concrétisation, quoi. Et ce serait qui aussi? Enfin, comment ça se passerait si jamais. Enfin, je sais pas, peut-être que vous n'avez pas la réponse là aussi, mais ouais, question que je me posais. Je peux y aller rapidement, puis David, si tu as d'autres informations, tu pourras compléter. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en discussion, peut-être de manière plus informelle. Ce qui est formel là-dedans, c'est je ne sais pas si c'est un groupe de travail, je pense que c'était juste un texte là, qui était négocié là, justement sur le lien climat-biodiversité. Mais après ça, est-ce qu'il y a des actions, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un organe subsidiaire, par exemple, qui découle de là? Pas à ma connaissance, je n'ai pas le texte final, mais à ma connaissance, il n'y a pas quelque chose qui va être mis en place en particulier pour ça. Donc, je pense que c'est plus des négociations, des discussions qui sont informelles. J'avais entendu, c'était une conférence de presse. Je ne sais plus c'était qui exactement. Je ne sais pas si c'était pas le secrétariat, ça m'échappe. Je ne sais plus c'était qui exactement qui tenait la conférence de presse. Et je pense que c'était WWF, si je ne me trompe pas. Et puis leur proposition, c'était justement de créer un organe subsidiaire qui soit commun à la COP biodiversité, à la COP climat. Donc, ça serait un premier pas. Et après ça, est-ce que cette proposition-là s'est rendue dans la négociation? Je ne crois pas. C'était quand même une conférence de presse. Je ne pense pas qu'il y avait un négociateur dans la salle. Est-ce que ça a été poussé assez pour que ça se ramasse dans un texte de négo? Je n'ai pas l'impression. Mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va devoir être poussé là, dans les prochaines années, au COP et même avant les COP. Toute la collaboration là, intergouvernementale, interscientifique aussi. Il y avait un high level il y a 2 jours, je parle en notion du temps, mais je pense que c'était il y a 2 jours, qui portait justement, il y avait la présidente de la COP 16, il y avait le GIEC, il y avait l'IPBES qui est le penchant là, du GIEC en biodiversité. Puis il y avait au moins une vingtaine, trentaine de pays. Puis la thématique du high level, c'était comment est-ce qu'on lie les 2 crises. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions conjointes, il faut qu'on les traite ensemble. Donc, c'était pas une négociation, c'était un high level segment, c'est-à-dire que c'était juste des tours de table. Donc, il n'y avait rien qui était négocié, il n'y a pas un texte qui va découler de cette rencontre-là. Mais ça reste qu'avoir au moins ces acteurs-là autour de la table en train d'en discuter, ben, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc là, il va falloir que ça se ramasse à un moment donné là, dans un texte de négociation à un moment donné, en tout cas, j'espère, parce qu'on ne peut pas se permettre là, un autre 30 ans à pas lier là, les deux parce qu'il va être trop tard. Puis là, on parle de 2, mais on pourrait parler aussi de désertification là aussi. Là. Je vais peut-être faire l'autre côté de la médaille, là, juste parce que aussi rappeler que ces COP-là, la raison qu'ils sont séparés, c'est que les enjeux sont vraiment différents. Il y a des liens importants à faire. Mais par exemple, pensez là, quand on partage justement partage des bénéfices génétiques des ressources de séquençage numérique, j'ai mal dit le nom, là, mais on est vraiment dans des contextes hyper biodiversité où oui, il y a des liens à faire sur le financement, il y a des liens plus sur l'ambition, sur les trucs comme ça, mais on est vraiment dans un tout autre contexte. Fait que, il y a certains textes, certaines négos où ça ne fait pas de sens dans le sens que c'est vraiment pas les mêmes sujets. Fait que ces sujets-là, c'est pour ça que les COP ont été séparés d'ailleurs, justement, de pouvoir travailler sur les textes concrets. Après ça, l'endroit, je pense que les gens s'entendent de plus en plus pour dire qu'on doit s'aligner. C'est vraiment les grands cadres ou les grands concepts. Par exemple, le cadre Kunming-Montréal et l'accord de Paris, ben potentiellement, il faudra un texte plus qui regroupe un peu les deux, là, d'essence. J'exagère un peu, mais ces grands trucs-là, oui, parce que souvent, c'est hyper politique, c'est plus au niveau de l'ambition, des liens à faire. Ça fait du sens de vouloir justement rapprocher ces accords-là. Mais quand on tombe vraiment dans le technique, là, justement, les mécanismes financiers, les trucs comme ça, ben oui, il faut les aligner, mais en même temps, souvent, c'est des réalités vraiment différentes. Laura le mentionnait, même souvent, pas juste, oui, les négociateurs sont différents, mais aussi les ONG qu'on retrouve ici. Là, nous, les ONG qu'on croise ici, c'est des gens de conservation, de biologie. Oui, il faut marier les trucs, mais en même temps, c'est vraiment des COP différentes. Fait que comment est-ce qu'on réussit à allier les trucs ensemble? Parce que on parle évidemment climat, mais il va bientôt avoir on espère qu'il va y avoir une COP sur le plastique, selon là, les négociations plastiques. Il va y avoir une COP sur les traités en haute mer, qui est justement plus la biodiversité en dehors des limites nationales.
Fait que là, on va avoir 5 COP. Fait que oui, c'est intéressant quand on fait les COP, précisément les enjeux vraiment précis. Mais après ça, il va falloir vraiment justement travailler pour s'assurer que les 5 COP soient liés. Et tu sais, je dis les 5 COP, mais aussi les enjeux sociaux. Tu sais, il y a d'autres instances, même des Nations Unies, qui devraient là, être un peu liées à ça. Fait que je pense qu'il y a un rêve de mieux travailler ensemble, mais il y a quand même une complexité technique là, de dire ben, ça ressemblerait à quoi, en fait. Fait que je pense pas qu'on est rendu à l'étape où il y a une idée de qu'est-ce que ça va ressembler. Parce que c'est un autre enjeu qui est souvent aussi discuté qu'on doit revoir, c'est le financement mondial. Puis j'ai pas suivi des négos là-dessus, mais tu sais, ça aussi, c'est la grande question, puisque présentement, tu sais, le financement de la biodiversité, c'est sous un financement X, c'est très complexe. Fait que ça aussi, tu sais, le financement mondial, ça touche pas juste la biodiversité, pas juste le climat, mais après ça, c'est des enjeux tellement larges que souvent on se ramasse dans les conventions comme excuse-moi, dans des COP comme aujourd'hui, puis c'est pas vraiment l'affaire des gens ici de décider ça, fait qu'il faut vraiment remonter ces sujets-là. Je pense que c'est fait, mais c'est ça, c'est des grands enjeux quand même là, qui sont encore, je pense, au stade de la discussion. Mais de là, le fait qu'on en discute à la COP biodiversité, c'est déjà très bien, parce que vous le savez, il y a d'autres COP qui l'abordent beaucoup moins, là, ce côté-là, convergence des crises, du moins environnementales. Merci pour vos réponses. Petite question, juste, organes subsidiaires, est-ce que c'est comme groupe de travail? C'est comme des working groups ou c'est... Ben, normalement, un organe subsidiaire, il serait permanent. Mais oui, on peut dire que c'est un peu comme des working groups. C'est du monde qui travaille sur un sujet en particulier, là, ouais. Puis les organes subsidiaires, normalement, si on en met un en place, habituellement, à moins qu'on dise vraiment qu'il est ad hoc, mais je pense pas que je connais un organe subsidiaire ad hoc, là. Je pense qu'habituellement, de facto, on dit que c'est permanent, là, du moins à ma connaissance. Mais c'est ça, ce qui avait été proposé dans une conférence de presse, c'était d'en faire un qui lie justement le monde des 2 COP. Donc là, on s'assurerait que ce soit du monde qui travaille sur les 2 COP qui vont travailler sur le même sujet. Mais bon, c'est un organe subsidiaire parmi plusieurs, mais c'est quand même déjà un véhicule là, si jamais ça réussit à se mettre un jour en place. Super. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? On a encore un peu de temps là, si vous avez d'autres questions, des suites aux questions. Oui, vas-y, Alexandre. Oui, j'ai une question en plus pour mieux connaître les COP. Est-ce que, disons, la place des scientifiques, est-ce qu'il y a des scientifiques qui font des présentations durant la COP ou qui auront une place pour parler de leur sujet de recherche, des avancées? C'est quoi la place qu'on leur donne dans la COP biodiversité? Je vais peut-être commencer, puis tu peux rebondir encore une fois. Au niveau, tu sais, il faut savoir d'un qu'il y a des groupes, par exemple, comme l'IUCN ou les BES, ou tu sais, des groupes comme ça qui ont une voix privilégiée pour faire l'interface. C'est pas des gens qui négocient, là, tu sais, c'est pas des partis, mais eux, justement, tu sais, les rapports, c'est ça, je mentionnais tantôt, là, avec le rapport de l'IBES, ben, vous beaucoup influencer. Ils vont beaucoup dire, voici ce qui est fait, voici ce qui se dit, fait que vous devriez l'intégrer dans les textes. Après ça, plus le scientifique local, scientifique, tu sais, plus appliqué, peut-être le plus précis, beaucoup dans les side events. Là. C'est vraiment une COP de scientifiques. Justement, on voit beaucoup de... Tu sais, ici, mettons, même Québec, il y avait le CRAB, je sais pas si tu connais, là, c'est à l'UQO, si je me trompe pas. Beaucoup de gens du QCBS, des gens de Géobon. Fait que vraiment beaucoup sur la science. Fait que est-ce que toute la science est écoutée? Est-ce que l'ambition égale la connaissance scientifique? Là, on pourrait débattre longtemps, mais reste que la science est très, très présente là, à la COP, en fait. Là. Moi, je trouve qu'il y a quasiment plus de scientifiques ici que de NGO. Là. On voit vraiment beaucoup le côté science qui pousse pour, OK, ben voici des solutions, voici des trucs comme ça. Parce que, tu sais, vu que c'est une COP de mise en œuvre, il ne faut pas oublier que le plus grand défi, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça demande de comprendre les enjeux vraiment de façon intime. Comme Laura le disait, le climat, on a peut-être une meilleure compréhension là, de comment on gère les GES. Là, on a peut-être moins bien compréhension de l'adaptation au niveau des COP, mais je ne vais pas rentrer dans la COP climat. Mais il reste beaucoup ce truc-là de scientifique de qu'est-ce que ça veut dire. Parce que il y a des conversations sur c'est quoi le meilleur écosystème entre 2 écosystèmes, par exemple. C'est comment on compare les trucs, qu'est-ce qu'on fait si on doit encore défaire pour des raisons, parlons de la crise climatique, on doit produire plus d'énergie. Bon, ben, on va détruire des écosystèmes potentiels, mais comment, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Fait que, il y a beaucoup la question scientifique de, oui, concrètement, on est d'accord qu'il faut protéger 30 et mieux gérer le 70 restant,
mais il faut de la science pour s'assurer qu'on le fait bien, parce que sinon, on prend des décisions qui sont pas éclairées, en fait. Fait que beaucoup présent. Après ça, il reste à savoir si l'ambition suit la science, mais bon, ça, c'est des débats dans tous les cas. Oui, absolument. Puis justement, comme David dit, je pense que les scientifiques, puis surtout l'IBES et des groupes comme ça là, qui ont une très grosse visibilité là, au COP et de manière générale là, durant l'année, c'est eux en fait qui essaient de fournir les assises scientifiques pour les négociations. Donc, ils vont, c'est un anglicisme, là, mais ils vont informer les négociations. C'est eux qui vont donner comme les bases scientifiques. Après ça, c'est sûr que ça revient au parti de l'intégrer ou pas. Évidemment, ensuite, que ce soit basé sur la science, là, on s'entend. Euh, Puis sinon, ben, moi, personnellement, j'ai été accréditée par l'Université de Sherbrooke. Donc, j'étais dans le groupe, justement, de scientifiques. Là, c'était Academy and Research. Et donc, j'étais dans ce groupe-là. Je pense qu'on est environ 700. Donc, c'est quand même beaucoup de différents domaines. Puis, ce que je remarque comme particularité du groupe, là, justement, de recherche, c'est que puis ça a comme fait un clash, mettons, par rapport à ma dernière participation à la COP28, parce qu'à la COP28, j'étais avec une délégation de jeunesse, et on avait un plaidoyer qu'on poussait, là, on était organisé en fonction des OK, on a un message à passer, on va aller voir tel acteur gouvernemental, on va faire de l'influence ici, on va faire de la pression là. Et il y avait vraiment un esprit, il y avait une convergence avec d'autres ONG sur place, d'autres délégations jeunesse, chose que j'ai beaucoup moins senti, du moins personnellement, dans mon groupe de recherche, là, en fait, parce que ben, on est plus que 700, tout le monde n'étudie pas la même chose, puis en recherche, on peut très, très rapidement tomber dans le quoi de super pointu. Donc, des fois, de tisser des liens, puis se dire, OK, on a le même point de vue ou on va pousser la même chose. Il y a des scientifiques, par exemple, moi, je suis en sciences sociales, moi, j'étudie en politique appliquée, et plus précisément en biodiversité, mais tout de même, ce qui est politique par rapport à ça, ce qui est social. Ben, après ça, des fois, c'est un peu difficile là, de diriger le même plaidoyer que d'autres scientifiques qui sont dans quelque chose de super précis sur l'habitat de la grenouille de je sais pas où. Là. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus difficile de dire qu'il a un plaidoyer commun et qu'on pousse tous et toutes dans la même direction. Et aussi, il y a des personnes dans la science qui sont peut-être un peu plus techno-optimistes, disons. Il y en a d'autres qui sont plutôt là pour dire non, là, il faut changer les causes profondes des crises. Donc, il y a un statu quo qui est à revoir. Donc, oui, je pense que la science est présente. Il y a énormément de side events, d'événements parallèles, là, comme David disait, où est-ce que les chercheurs vont parler de leur recherche, vont essayer d'influencer à un certain point, mais j'ai moins senti qu'il y avait un esprit là, de groupe de chercheurs, là, personnellement. Je vais rebondir rapidement sur les BES parce qu'on en parle beaucoup. Tu sais, d'ailleurs, les BES, souvent, c'est une entité parce que justement, c'est l'entité globale de recherche d'agrégation scientifique là, en biodiversité. Puis souvent, eux, ils vont recevoir des devoirs pendant la COP d'une certaine façon. Là, j'exagère le processus, là, c'est pas, ils ne reçoivent pas des devoirs littéralement, là, mais souvent, tu sais, il va y avoir des sujets, on va dire, bon, on comprend pas bien l'enjeu, on a besoin justement de faire une revue de littérature d'une certaine façon. C'est un peu ce que les PES fait, là. Encore une fois, je simplifie le rôle. Mais tu sais, justement, par exemple, là, les BES 11, qui est un peu comme une COP, là, mais dans le fond, les BES, c'est juste les scientifiques qui se rencontrent pour discuter là, de comment ils vont faire les prochaines rapports. Tu sais, comme justement, les BES 11 se rencontrent, les BES rencontrent numéro 11 se rencontrent en décembre pour discuter le prochain Global Assessment qui va informer la COP. C'est quoi qu'il y a dedans? Est-ce que maintenant qu'on a commencé à mettre des actions en place, est-ce qu'il faut aussi évaluer les actions qui sont mises en place, alors que le dernier Global Assessment était plus sur qu'est-ce qui se passe? Il y a un rapport sur le Transformative Change, le changement transformateur, parce qu'on parle beaucoup dans les accords, il faut faire des changements transformateurs. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Fait que tous ces trucs-là, il y en a un sur Business and Biodiversity, justement étudier les liens entre les deux. Il y en a un sur le Nexus qui est intéressant, justement, qui dit, OK, faut prendre toutes les crises ensemble et considérer les liens. Il y en a une dans le passé qui a été publiée, d'ailleurs, Biodiversity and Climate Change, là, qui, lui, est déjà disponible. Mais tu sais, les BES va beaucoup servir à ça, de dire, quand on n'est pas sûr scientifiquement c'est quoi la réponse, on va l'envoyer à l'IBES. Eux vont faire un rapport. Puis, il faut savoir que l'IBES, c'est une entité scientifique et politique. C'est-à-dire qu'ils vont faire le lien, justement, entre la société et la science pour, justement, avoir là, des décisions informées pour les decision makers. Fait que, nous, on s'intéresse beaucoup justement au truc de l'IBES parce que ça donne une bonne idée justement de qu'est-ce qui s'en vient, de c'est quoi les conversations qui vont apparaître de plus en plus. Merci. Super. On aurait peut-être le temps pour une dernière question. Si jamais il y en a
qui ont encore des choses qu'ils voudraient clarifier? Sinon, c'est sûr que, comme David et Laurent ont expliqué, là, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être qui seront clarifiées plutôt dans le panel de mercredi, là, le temps que les négociations un peu terminent. Mais donc voilà, si jamais vous voulez poser une dernière question. Sinon, je ne sais pas si David et Laura voulaient faire comme un petit mot de la fin, une sorte de petite conclusion, ou à quoi vous pensez qu'on peut s'attendre dans les prochaines heures, ou je ne sais pas là, si vous avez comme une autre chose à nous partager en général. Juste dernière chose à dire, il faut s'entendre qu'on est à la fin, là, fait que c'est le moment des compromis, en fait, là, malheureusement. Là, fait que, tout ce qui est ambitieux, puis pas tout, là, je veux pas dire que le texte est toujours dilué par le bas, mais il faut savoir, encore une fois, là, les COP, c'est comme faire un repas pour 200 personnes. Là. Ça se pourrait que tu aies enlevé les anchois parce qu'il y a quelqu'un qui aime pas ça dans la salle. Fait que, on est là présentement, dans la COP, on est en mode, OK, ben tout le monde a mis sa petite idée, mais là, à un moment donné, il faut s'entendre pour dire, ben c'est ça qu'on va faire. Ça, on est tous d'accord. Puis, si vous le savez, souvent, un compromis, c'est par le bas. Fait que, c'est super bien si on réussit à avoir des textes finaux. Mais, on entend des fois, par exemple, parlons de WGDSI, un commentaire qui est sorti hier entre est-ce que les compagnies doivent obligatoirement contribuer ou doivent contribuer. Ben, il y a des partis qui ont dit, ben, si c'est pas obligatoire, pourquoi est-ce qu'on fait un texte? Dans ça, c'est comme si au final, il n'y a rien d'obligatoire, ben, pourquoi on signe cet article-là? Fait que, c'est pas tous comme ça, les articles. C'est quand même important de faire les mécanismes. Il y a des bons réflexes, mais reste que certains textes, évidemment, si on fait trop de compromis, des fois, on perd quand même un peu de mordant. Des fois, c'est un premier bon step. On va commencer avec un texte, puis à la COP 17, on ira plus loin. Mais il faut savoir que là, on est en mode, il faut finir la COP, il faut que les textes soient finaux, il faut que tous les pays soient d'accord qu'ils doivent retourner à la maison pour faire leurs devoirs. Fait qu'on est là présentement. Fait que souvent, c'est pour ça que ça peut finir très tard, là, parce qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un dise, ben, OK, c'est correct, là, vous avez raison, on vous donne raison. Mais il faut savoir justement qu'à la fin, c'est des textes justement qui doivent faire plaisir. Ben, plaisir. Peut-être pas plaisir à tout le monde, là, mais que tout le monde doit se dire, OK, c'est correct, là, on a chacun gagné quelque chose. C'est des négos, là, parce que c'est classique d'entendre des gens. On a entendu un ami qui travaille plus au niveau négociation qui nous a dit, il y a parfois là, des parties de texte qui sont gardées juste pour être un levier. Là. La partie n'est pas si intéressée que ça à garder ce bout-là, mais en même temps, parce que ça y fait un pouvoir de négociation, ils vont dire, ben non, on le garde tant que l'autre partie, elle n'a pas enlevé son texte. Fait qu'on est en mode là qu'on doit tout enlever, avoir des textes propres pour pouvoir passer au suivant, puis justement commencer à travailler, parce que ce qui va arriver, pour ceux qui connaissent moins les concepts de COP, c'est qu'entre la COP 16 et la COP 17, il va y avoir quand même des négociations qui vont continuer pour justement arriver à une COP 17 puis dire, ben voici les textes, voici les trucs qu'on s'était dit qu'il fallait continuer à faire pour que la COP 17, on ait des textes. Fait que, il y a quand même de l'action qui se passe là, pendant les 2 prochaines années, mais c'est un petit peu moins exécutif. Souvent, c'est justement de la négociation qu'on appelle les intercessions. Là. Fait que c'est pas mal ça qu'on s'attend aujourd'hui, c'est de voir ben, où est-ce qu'on va avoir coupé, puis où est-ce qu'on va savoir que la COP 17, vu qu'on a coupé, ça va revenir. Là. Tous les liens souvent qui sont coupés, on les voit revenir dans du side event, dans des conversations. Fait que c'est ça qu'on va voir un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui coupe, qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce qu'on doit faire comme devoir. Oui, ben j'abonde dans le même sens. Puis moi, je l'ai vu, ça a vraiment donné comme ça que je suis arrivée dans 2 négociations qui étaient sur le financement à peut-être 5 jours d'intervalle, je pense. Et puis effectivement, je voyais vraiment là, qu'il y avait justement cet effet de levier de OK, on va garder quelque chose parce qu'on va demander à l'autre partie de nous donner quelque chose en retour dans un autre texte. Puis ben, je l'ai vu, entre autres, là, avec le Canada, par exemple, qui voulait enlever dans le texte de négociation la reconnaissance. C'était vraiment explicite, là, la reconnaissance ben, historique des pays du Nord pour le financement et le besoin de mobiliser davantage de ressources que le pays global. Et puis le Canada, ben, par exemple, voulait l'enlever. Et finalement, 5 jours après, quand je reviens dans la même négociation, j'ai vu que ça avait été enlevé. Puis, ce qui avait été mis à la place, ce qui était en fait demandé là, par le Canada depuis le début, c'était simplement qu'on fasse référence à l'article 20, paragraphe, je pense que 2, je ne sais plus exactement, de la Convention, parce que grosso modo, le Canada disait, ben, c'est déjà écrit dans la Convention qu'on a adoptée en 1992 que les pays du Nord ont la plus grande responsabilité. Donc là, il disait, pourquoi on va le réitérer? On peut juste faire référence à l'article qu'il dit déjà depuis 30 ans. Là. Donc là, finalement, ils ont fini par gagner ça.
Et puis, par après, quand je suis arrivée 5 jours après, ben, le Canada était en train de négocier pour enlever la référence à l'article 20, paragraphe 2. Donc là, je me disais, bon, c'est clairement une stratégie. Ils sont allés morceau par morceau. Ils sont dit, OK, la première fois, on va juste descendre un peu. Puis après ça, 5 jours après, OK, on va redescendre au complet. Là, des fois, il y a vraiment ces dynamiques-là. Puis en fait, là, ce qui reste, comme David a dit, c'est vraiment la mise en œuvre. Donc, c'est sûr qu'on a adopté un cadre mondial en 2022. Bon, à cause de la COVID et tout ça. Donc, on a perdu en quelque sorte, disons, 2 ans. Donc là, on a déjà en 2024, il reste techniquement 5-6 ans là, avant que le cadre mondial arrive à sa mission. Sa mission qui est d'inverser la perte de biodiversité. Donc, en ce moment, on est en train de perdre. Le but, c'est vraiment de l'arrêter puis de l'inverser, qu'elle commence à croître plus. Puis, ben, pour ça, ça va prendre les 23 cibles du cadre mondial. On parle beaucoup du 30 la fameuse cible 30 x 30. Donc, il faut protéger 30 des territoires marins, mais aussi terrestres. Puis moi, je pense que ma petite appréhension en venant à la COP, c'était j'avais peur qu'on parle tellement du 30 puis qu'on oublie les 22 autres cibles, là, finalement, parce que des fois, on ressent un petit peu ça dans les médias ou de manière générale dans les discours parfois. Là, elle a quand même eu énormément de visibilité, cette cible-là, mais il y a tout de même 22 autres cibles. Et puis parmi ces 22 autres cibles, ben, c'est là qu'on s'attaque à l'autre 70 du territoire. Parce que c'est bien beau là, si on protège 30 ça reste une cible politique, le 30 pourquoi pas 31, pourquoi pas 32, pourquoi pas 33. Et puis même si on gère le 30 chose qu'on espère, là, on espère vraiment protéger le 30 évidemment, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important, là. Mais après ça, si on fait n'importe quoi, on a carte blanche dans le 70 si on ne respecte pas les droits humains dans le 70 si on commence à le gérer de n'importe quelle façon, ben nos efforts du 30 ils vont être un peu caduques. Donc, j'ai été contente là, de voir que dans cette COP16-là, on parlait beaucoup de 22 autres cibles. Donc, moi, ça m'a vraiment rassurée là, à ce niveau-là. Puis, je pense que si je retiens quelque chose de la COP, c'est vraiment qu'il faut pousser encore pour les 22 autres cibles et pour bien administrer le 70 avec les gens également pour la suite. Je pense que c'est une très belle manière qui donne quand même assez d'espoir, là, une belle manière de clore ce débriefage de clôture. C'est bien là, quand même d'avoir une bonne balance là, entre l'espoir, mais aussi continuer de demander plus et de faire mieux. Là. Je pense qu'il faut une balance entre les deux pour pas abandonner. Donc, c'est une bonne façon de clore ça. Donc, je vais juste dire là, vraiment, ben, d'ailleurs, je vais mettre nos réseaux sociaux pour que vous nous suivez dans le chat. Mais vraiment, là, un gros merci à Laura et à David là, pour votre participation. J'espère là, que tout le monde qui a assisté a apprécié la discussion. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis, si jamais vous voulez réécouter ce débriefage, là, comme j'ai dit, ça va être publié en ligne plus tard aujourd'hui. Puis, on a aussi un autre événement aujourd'hui, là, un panel intersectoriel qui porte sur les municipalités et leur rôle dans la protection de la biodiversité à 15h, heure de Montréal. Donc, je vous invite là, à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Puis, comme ça a été mentionné plus tôt, là, on a un dernier événement le mercredi prochain à 8h30, heure de Montréal. Donc, pour faire un bilan là, vraiment des négociations. Donc voilà, je vous invite à suivre nos réseaux. Puis je vais aussi mettre dans le clavardage un article que Laura rédige et met à jour, elle va mettre à jour prochainement aussi, qui parle vraiment là, de ce qui se passe à Cali. Il y a chaque jour, ben pas chaque jour, mais il y a des jours où il y a comme des résumés là, de ce qui se passe. Vraiment un super article à lire, donc je vous invite à le suivre aussi. Puis voilà, puis merci beaucoup là, d'avoir participé et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.